en cette journée du 17 juin 2022. Bienvenue au webinaire étudiant numéro 7, qui va d'ailleurs marquer le dernier webinaire de la saison avant l'été, avant les vacances. Puis je vous promets tous, sur une promesse de Polichinelle, que l'été s'en vient, malgré les orages et les phénomènes violents, évidemment, d'un point de vue météorologique. Ça nous fait plaisir aujourd'hui d'accueillir deux étudiantes tout à fait brillantes, comme tous les étudiants d'ailleurs qui ont présenté dans le cadre du risque. On va avoir une présentation donnée par Alicia Dupuis sur l'impact de la combinaison des facteurs météorologiques sur les inondations qui ont eu lieu du 1er au 4 décembre 2020 en Gaspésie, qui ont d'ailleurs marqué non seulement plusieurs municipalités, mais aussi l'imaginaire, notamment les quantités de précipitations, on va le voir, qui sont tombées sur de la neige. Puis ensuite, Ariane Hamel qui va nous présenter le processus de rétablissement et d'attachement au lieu dans un contexte de cumul de catastrophes, perspective des résidents d'un quartier défavorisé de Gatineau. Qui vient dans le cas d'Ariane Hamel de l'Université du Québec en Outaouais et dans le cas d'Alicia Dupuis de l'Université du Québec à Montréal. Avant de présenter notre première présentatrice, je vais juste rappeler quelques consignes de base. D'abord, ce webinaire est enregistré, ensuite diffusé sur notre chaîne YouTube. Si vous avez des objections là-dessus, dites-le nous, puis on ne donnera pas nécessairement la parole à ceux qui ne souhaiteraient pas être, on va dire, enregistrés. Mais vous pouvez par contre, il va y avoir deux présentations, donc à peu près 20 minutes de présentation chacune, suivi d'une dizaine de minutes de questions. Donc, on vous encourage soit à poser vos questions dans le chat, soit directement à lever votre main et puis prendre la parole pour les questions. Ça va pour ça. Et puis, voilà, sans plus tarder, je vais juste présenter encore une fois, donc bonjour à tout le monde, salut ceux qui viennent se joindre à nous. Merci Ariane et Alicia d'avoir donc accepté de donner ce webinaire. Je vais commencer tout de suite par présenter Alicia, qui va nous présenter le travail qu'elle a fait dans le cadre d'un stage dans le contexte de son baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère qu'elle a réalisé ici à l'UQAM. Baccalauréat d'ailleurs en météorologie, sciences de l'atmosphère qu'elle vient de terminer, qu'elle a réalisé sous la responsabilité et la co-supervision de mon collègue Alexandro Di Luca du département des sciences de la Terre et de l'atmosphère ici à l'UQAM, puis de moi-même. Elle a tellement aimé d'ailleurs non seulement son stage mais la météo qu'elle félicitations Alicia, passer le concours pour devenir météorologue à Environnement Canada et donc va commencer sa formation de météorologue à Environnement Canada l'automne prochain. Donc félicitations Alicia et on te souhaite une belle carrière, de beaux défis, surtout compte tenu des alertes météo en ce moment qui nous affectent toutes et tous à travers le Québec. Donc voilà, je vais te laisser la parole, Alicia. Donc, c'est correct pour toi, 20 minutes et 10 minutes de questions. Et ensuite, ce sera le tour de Ariane. Merci beaucoup, Alicia. Donc, bonjour tout le monde. Donc, comme Philippe vient de le mentionner, dans le fond, je vais vous parler de l'impact de la combinaison des facteurs météorologiques sur les inondations en Gaspésie du 1er au 4 décembre. Donc, bon, 3 secondes. Je ne suis pas capable de changer mes diapos. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, oui, c'est en plein écran, c'est parfait. Bon, ça va bien. Tu peux peut-être utiliser les flèches. Oui, ben, c'est ça que je fais, puis ça ne fonctionne pas. Bon, je vais utiliser le… Donc, je vais débuter dans le fond par un rappel des faits et le contexte gaspésien. Je vais poursuivre avec mes objectifs et mon approche météorologique.
Puis, dans le fond, je vais vous parler dans le fond de mon analyse des facteurs météorologiques en cause et conclure dans le fond sur l'événement. Donc, tout d'abord, la région gaspésienne est particulièrement exposée aux tempêtes hivernales. Donc, les tempêtes se forment et s'alimentent, entre autres, en raison du fort gradient de température qu'il y a entre le continent et l'océan durant l'hiver et aussi entre les régions tempérées et les régions tropicales. De plus, comme dans notre cas pour l'événement, donc on est au début de l'hiver et il y a certaines grandes masses d'eau comme les Grands Lacs dans le fond, qui ne sont pas encore gelés. Donc, ça va venir contribuer à l'alimentation en énergie en vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ces tempêtes-là, ils peuvent amener de fortes précipitations et aussi de forts vents et des ondes de tempête. Au niveau des événements de pluie sur neige, on entend souvent parler, dans le fond, au printemps, puisque c'est assez fréquent, mais en hiver, ils sont beaucoup moins fréquents. Et si on va dans un contexte de changement climatique avec l'augmentation de la température, dans le fond, ces événements-là pourraient bien devenir de plus en plus fréquents et on pourrait avoir plus de redoux là, dans la saison hivernale. Maintenant, concernant l'événement d'inondation du 1er au 4 décembre, donc on a eu d'importantes quantités de pluie qui ont tombé en moins de 48 heures là, sur la région gaspésienne. En plus qu'on avait une certaine quantité de neige au sol, il y a eu une montée des eaux qui a été très rapide et on a 6 rivières qui sont sorties de leur lit. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image à droite, là, on a eu le débordement des rivières. Il y a une vingtaine de routes où la circulation a été complètement impossible, comme la route 299. Et on a plusieurs résidences là, et commerces qui ont été inondés, entre autres à New Richmond, en Gaspésie. Donc, maintenant, mon étude d'enfant vise à mieux comprendre les facteurs hydrométéorologiques ayant causé les inondations. Et dans un deuxième lieu, dans le fond, c'était de définir le caractère exceptionnel ou non de l'événement. Donc, premièrement, je vais vous présenter ma région d'études. Donc, étant donné que c'est particulièrement la baie des Chaleurs qui a été affectée par les précipitations, dans le fond, j'ai choisi 4 bassins versants, les 4 comportant des rivières qui ont débordé, donc qui ont inondé. En commençant par la gauche, dans le fond, on a le bassin versant de la rivière Nouvelle. Ensuite, on a celui de la rivière Cascapédia, celui de la petite Cascapédia et finalement celui de la rivière Bonaventure. Dans tous les cas, particulièrement les 3 bassins versants là, les plus à droite, dans le fond, on a un relief assez important au sein du bassin. Là. En amont des rivières, on a la présence des monts Chic-Choc qui sont assez hauts en altitude. Puis plus on va vers la baie des Chaleurs, plus le relief devient plat. Donc ça peut venir favoriser, dans le fond, l'écoulement de l'eau. Maintenant, les données que j'ai utilisées, donc j'ai utilisé, dans le fond, les données de précipitation et de température sur une base quotidienne avec, dans le fond, les stations météorologiques de l'Environnement Canada. Donc, j'ai utilisé 3 stations différentes qui sont au sein des bassins versants ou légèrement à l'extérieur. Ensuite, j'ai utilisé les débits qui ont été enregistrés aux stations hydrologiques du Centre d'expertise hydrique du Québec. Donc, chacun des bassins versants, là, les rivières ont une station où qui enregistre les débits. J'ai aussi utilisé les données des réanalyses RA5. Donc, les réanalyses là, vont se baser sur des données de longue période pour faire, dans le fond, une assimilation des données. Puis, dans le fond, j'ai moyenné mes données sur tous les points de grille pour chacun des bassins versants. Et les données étaient disponibles de façon horaire. Les variables que j'ai utilisées sont la précipitation, la température, l'équivalent en eau de la neige, le ruissellement et la pression au niveau de la mer. J'ai aussi utilisé les données CAPA, qui est, dans le fond, le système canadien d'analyse des précipitations. Et les données étaient disponibles aux 6 heures. Puis, dans le fond, CAPA se base sur les observations
et des modèles atmosphériques pour faire une estimation de la quantité de précipitations. Maintenant, l'approche que j'ai utilisée, j'ai premièrement fait une analyse de l'événement, donc du 1er au 4 décembre, avec les données d'observation, les réanalyses RA5 et celles de CAPA. Et ensuite, je t'avais fait une comparaison de l'événement par rapport à la climatologie. Donc, dans un premier temps, j'ai comparé les données RA5 par rapport à une période de 30 ans, donc de 1991 à 2020, en faisant des anomalies relatives et standardisées de plusieurs variables. Puis, j'ai fait aussi une comparaison avec les débits enregistrés aux stations hydrologiques sur une période de 18 ans. Donc, en premier, la dépression, dans le fond, elle s'est formée le 29 novembre dans le golfe du Mexique. Puis, elle a continué sa route en longeant la côte est des États-Unis où, dans le fond, elle s'est alimentée en énergie puis en vapeur d'eau. Elle a passé ensuite par le sud du Québec et elle a terminé sa route dans le nord du Québec 5 jours plus tard. Malgré le fait qu'elle a passé complètement à l'ouest de la région gaspésienne, ça a eu des impacts majeurs sur la région d'études. Donc, au niveau de l'équivalent en eau de la neige, donc c'est vraiment la couverture de neige qu'on avait lors de l'événement. On voit pour le 30 novembre 2020, donc à droite sur le panneau là, qui est en haut à gauche. Donc, le 30 novembre étant la journée avant le début des précipitations. Au niveau en haut là, des bassins versants, dans la région des monts Chic-Choc, on avait environ 20 à 30 mm d'eau. Et plus on s'en va vers la baie des Chaleurs, plus les valeurs étaient basses au niveau du couvert de neige. Au fil du temps, on a vraiment une diminution significative jusqu'à plus avoir du tout de neige, dans le fond, le 3 décembre. Pour chacun des bassins versants, là, si on va à la figure qui est à gauche, j'ai fait des météogrammes. Étant donné que les valeurs étaient assez semblables pour chacun des bassins versants, je vous en montre seulement un pour alléger le tout. Là. Donc, j'ai choisi celui du bassin versant Cascapédia. Puis, dans le fond, la ligne en noir va vraiment représenter la moyenne sur tous les points gris sur le bassin versant. Et notre ligne en rouge, c'est le point gris avec la valeur maximum qu'on a obtenue. On voit que la journée du 1er décembre, on a une diminution assez rapide du couvert de neige au sein du bassin versant jusqu'à atteindre des valeurs pratiquement nulles là, ou nulles à la fin de l'événement. Qu'est-ce qui a causé autant? Pourquoi on a eu des précipitations liquides? C'est vraiment les températures. Donc, on a eu 2 jours consécutifs avec des températures qui ont été non seulement au-dessus de 0 degré, mais largement au-dessus du point de congélation. On peut voir là, sur le tableau que pour la station de New Richmond, on a atteint 13,6 et 13,7 degrés Celsius les 1er et 2 décembre. Et si on regarde avec les données d'ERA5, en moyenne, on aurait atteint 12,5 degrés Celsius et au maximum, là, on s'approche de près de 15 degrés Celsius. Donc ça va vraiment favoriser là, avoir des précipitations liquides là, tout au long de l'événement. Maintenant, au niveau des précipitations, donc si on va à droite en bas, on a l'intensité des précipitations. Donc, pour la journée du 1er décembre, là, on a des intensités qui varient entre 5 et 6 mm par heure pour certains secteurs. Et vraiment, durant toute la journée, on a une intensité qui est assez soutenue. Si on va à gauche, on a l'accumulation des précipitations avec RA5 et CAPA. Dans les deux cas, on a atteint une moyenne d'environ 40 mm de pluie. Et pour RA5, on a atteint à certains endroits là, 90 mm de pluie, alors qu'avec CAPA, là, ça indique jusqu'à 120 mm de pluie. Aussi, on remarque que les précipitations ont tombé là, dans moins de 48 heures, là, donc en environ 36 heures, on a reçu toute cette accumulation-là. Et aux stations météorologiques, c'est à New Richmond qu'on a reçu le plus de précipitations là, qui est enregistré avec 48,9 mm le 1er décembre. Là. Et pour l'événement au complet, on a
plus de 52 mm qui ont été accumulés. Là, maintenant, au niveau du ruissellement, dans notre cas, considérant qu'il y avait de la neige au sol, j'étais allée vraiment avec le ruissellement de surface puisque théoriquement, le sol était gelé ou partiellement gelé. Donc, on a très peu ou pas d'infiltration. Donc, la pluie et la fonte de la neige, en général, devraient ruisseler vraiment à la surface. Avec RA5, là, on a obtenu en moyenne 10 mm de pluie, ce qui, et c'est la même chose pour l'ensemble là, des bassins versants. Donc, ça représente plus de 50%. C'est plus que 50% inférieur, dans le fond, aux valeurs de précipitation, et ça, on ne compte pas la fonte de la neige. Donc, on voit vraiment une sous-estimation là, du ruissellement. Donc, dans le fond, je suis allée, dans le fond, calculer le ruissellement à l'aide des données RA5, mais en utilisant, dans le fond, la précipitation, la fonte de la neige et l'évaporation, mais l'évaporation, on peut la négliger puisque les valeurs étaient vraiment minimes. Donc, on a des valeurs qui sont plus représentatives. Le 1er décembre, on a entre 39 et 50 mm de ruissellement à la surface et le 2 décembre, entre 11 et 22 mm qui ont ruissellé. Au niveau des débits qui ont été pris aux stations, là, qui ont été enregistrés, dans le fond, le maximum qu'on a eu, qui était le 1er ou le 2 décembre, là, selon les stations, donc à Bonaventure, c'est plus de 1089 mètres cubes par seconde qui ont été enregistrés, ce qui est vraiment énorme. Pour vous donner une idée, là, le 30 novembre, la journée avant les précipitations, le débit était environ à 40 mètres cubes par seconde. Ensuite, pour les autres stations, là, on a des débits qui ont monté au-dessus de 500 mètres cubes par seconde. Puis, pour se donner une idée, je suis allée comparer, dans le fond, avec les maximums qui ont été enregistrés en décembre. La période d'étude est de 2002 à 2019, donc une période de 18 ans. Par contre, pour la rivière Petite-Cascapédia, la station a été hors usage durant un certain temps, là, donc on avait seulement de 2002 à 2005 et de 2011 à 2019. Dans tous les cas, nos débits ont largement dépassé les maximums qui avaient été enregistrés en décembre. Et ensuite, je suis allée voir avec le maximum qui a été enregistré, là, tout mois confondu dans l'année. Et on remarque que les maximums sont principalement, en fait, sont tous au printemps, ce qui est tout à fait normal. Là. Souvent, c'est là qu'on a le plus de précipitations et on a la fonte de la neige. Et pour 3 des bassins versants, là, donc sauf celui de Cascapédia, on a des débits là, au mois de décembre qui ont dépassé ces maximums-là qui avaient été enregistrés au mois de mai et avril. Maintenant, dans le fond, les anomalies relatives ont été faites pour plusieurs variables. Donc, sur une période là, de 30 ans, donc de 1991 à 2020, avec les données RA5. Donc, en A, on a l'équivalent en eau de la neige. On remarque qu'on a vraiment un déficit de la quantité de neige au sol lors de l'événement. Ensuite, le cumul de ruissellement total et le cumul de la précipitation totale. On a des valeurs qui sont largement, là, on a des anomalies qui sont largement au-dessus de la normale, avec plus de 200 à 400% d'anomalies relatives, ce qui est vraiment significatif. Et je suis aussi allée chercher la température maximale qui avait été enregistrée à la station météorologique nouvelle. Malheureusement, cette station-là, on n'avait pas les données quotidiennes lors de l'événement. Donc, on n'a pas pu définir si vraiment il y avait eu un record, mais en regardant avec les autres stations et les données RA5, là, on était vraiment proche du record de 12,8 degrés Celsius où on l'a dépassé. En plus qu'on a eu ces températures-là là, pour au moins 2 jours durant l'événement. Aussi, dans le fond, Clémence a fait des cartes récemment, puis ça pouvait être intéressant de venir regarder l'équivalent en eau de la neige qu'on voit dans le fond sur la figure à gauche. On a la valeur pour le 1er décembre 2020 seulement, là, donc la première journée de l'événement. Puis c'est selon la période 91 à 2020.
Donc, on voit vraiment que pour tout l'Est du Canada, on a des valeurs qui sont une anomalie qui est négative. Et ça nous permet un peu de dire que on a quand même été chanceux que, dans le fond, on a eu un déficit de neige au sol parce que si, avec la quantité de précipitations qu'on a eue, si la quantité de neige au sol avait été plus importante, peut-être que les inondations auraient été encore plus importantes avec de plus gros dégâts. À droite, on a l'anomalie relative du cumul mensuel de la précipitation totale. Donc, comme on voit là, la Gaspésie là, est une anomalie positive. Et dans le fond, on peut dire que notre événement à lui seul participe grandement, dans le fond, à cette anomalie qui est positive. Donc, pour conclure, qu'est-ce qui a causé les inondations? C'est principalement les précipitations abondantes qui ont lieu en peu de temps. À certains endroits, on a reçu plus de 100 mm de pluie sur neige. Aussi, les températures qui étaient largement supérieures au point de congélation qui ont favorisé grandement la fonte de la neige et à avoir des précipitations qui étaient entièrement liquides. Les débits ont été assez exceptionnels. Et on peut dire que les anomalies étaient significatives pour la température, les précipitations et le ruissellement. Donc, on peut vraiment dire que l'événement, là, en général, a vraiment été assez exceptionnel. Ça a aussi permis de voir qu'il y avait une sous-estimation du ruissellement avec RA5, donc de faire attention de ne pas l'utiliser dans le calcul des bilans hydriques. Pour terminer, j'aimerais ça remercier le risque pour la bourse, ainsi que Philippe Gachon et Alejandro Di Luca, qui m'ont aidé à me guider là, tout au long de mon projet, et aussi Clémence Benoît et François Robert là, qui m'ont aidé à mener ce projet-là à terme. Donc, voilà. Merci beaucoup, Alicia. Excellente présentation, très, très claire. Donc, félicitations. Encore une fois, tu es à l'image de tous les autres étudiants et étudiantes, vraiment qualité pédagogique. Félicitations d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez des bons profs, mais en tous les cas, vous avez vraiment des très bonnes qualités à la fois de présentation et de très claires dans vos présentations. Donc, c'est le temps pour les questions. Alors, vous pouvez utiliser le chat ou lever la main directement puis prendre la parole. Alors, je vais briser la glace parce que peut-être ça va inciter d'autres. Alors, cet événement-là, tu l'as montré, était exceptionnel. On a battu même des records de débit qu'on a normalement d'ailleurs au printemps, au moment où on a plus de neige à fondre et aussi de la précipitation liquide sur neige. Donc, question pour toi, il y a eu aussi un autre événement en décembre 2010, tu l'as montré pour ceux qui connaissent bien la Gaspésie, ça a aussi été une tempête majeure parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts dans le Bas-Saint-Laurent et tout ça. Donc, ces deux contextes, tu nous en as parlé, où le mois de décembre a été particulièrement anormalement chaud, avec des températures, dans certains cas, qui ont battu des records. Donc, c'est quoi ta perspective, justement, dans le futur, avoir des mois de décembre où des événements comme ça de pluie très intenses, avec ou pas, finalement, un manteau neigeux important c'est quoi les risques associés, justement, pour cette région de la Gaspésie, d'après ta compréhension maintenant et de l'étude que tu as faite? Premièrement, comme j'ai mentionné, là, il y a une zone qui fait partie, qui est très montagneuse. C'est sûr qu'on a quand même beaucoup de chances d'avoir de la neige, peut-être moins au niveau de la baie des Chaleurs, là, mais le couvert de neige, même si on a moins, avec les projections, peut-être qu'on a moins de couvert de neige éventuellement, il risque quand même d'en avoir. Donc, il y a quand même des risques là, au niveau de quand il va y avoir des redoux d'avoir des événements de plus sur neige, plus qu'une zone qui est moins montagneuse. Est-ce qu'il y aurait des questions? Alexandre? Oui, merci pour la présentation. J'ai une question qui est peut-être un peu, on va dire, connexe à la présentation. Si je me demandais, ce type d'événement-là de pluie hivernale très forte, est-ce que c'est quelque chose qui s'anticipe bien? Est-ce qu'on est capable de faire des prévisions qui sont assez bonnes pour prendre des mesures d'urgence rapidement sur le terrain, ou est-ce que ça a été quelque chose qui a été complètement inattendu et non préparé?
C'est une bonne question et que je ne pourrais pas te répondre. Je ne sais pas. Peut-être pour répondre un tout petit peu, les événements de pluie sur neige, d'abord d'un point de vue météorologique, puis aussi d'un point de vue climatologique, sont des événements difficiles à représenter parce que le seuil de 0 degré, surtout autour du 0 degré, c'est pas évident à reproduire à la fois, je dirais, à court terme en prévision, mais aussi changement climatique. Ceci dit, il y a du développement en cours, notamment, je pense à ma collègue Julie Thériault qui travaille là-dessus, justement, sur les précipitations de grésine, neige et tout ça, pour améliorer la capacité des modèles, justement, à reproduire ces phénomènes-là, puis aussi à utiliser cette information-là pour générer l'information dans le futur. Je terminerai pour dire que une façon simple de pouvoir anticiper les changements de pluie sur neige, c'est de simplement justement utiliser les fameux seuils autour de 0 degré pour voir si ça tombe sous forme de pluie ou de neige, puis regarder l'effet combiné de la présence ou pas de neige au sol. C'est un peu ce qui est fait en général dans la plupart des scénarios d'anticipation de ce genre de phénomène. Philippe, tu pourras compléter ou poser une toute autre question, monsieur. Vas-y. Oui, excellente présentation, merci. Deux questions. La première, dans CAPA, c'est quelle résolution de CAPA que tu as utilisée? Il y a deux résolutions possibles disponibles, 10 km et 2,5. C'est celle de 10 km. Parfait. Et aussi, au mois de décembre, en 2020, il faut se rappeler notre beau Noël qu'on a eu. Je ne sais pas si on peut faire des analogies vraiment avec le système dépressionnaire qui est passé sur la Gaspésie en début décembre et celui qui est passé au mois de Noël, à Noël, plus sur nos régions comme telles. C'est une bonne question. Mais oui, j'avais remarqué qu'il y avait eu les débits avaient été aussi assez importants là, proche de Noël. Là. Il y avait eu quand même, je pense, des bonnes précipitations, puis ça avait été pas mal plus chaud aussi. Là. C'est une intuition que j'ai, mais la plupart des grands systèmes proviennent tous du golfe du Mexique. C'est les systèmes qui apportent suffisamment d'eau pour générer des prévisions. Ben, pas des prévisions, mais des inondations au Québec. Ça, c'est de quoi que je ne sais pas si ça a déjà été analysé, mais la provenance des systèmes. Oui, on a beaucoup qui viennent. Il y a plusieurs endroits qui sont propices là, à donner des tempêtes hivernales comme ça en Gaspésie, mais on a aussi dans le coin du Colorado, puis beaucoup aussi dans le golfe du Mexique. Là. Dans le golfe du Mexique, c'est principalement l'apport en humidité et la chaleur là, qui est présente dans la région. En plus, après ça, comme dans notre cas, là, ça a vraiment longé la côte est, là, donc on a eu l'apport d'énergie là, puis de vapeur d'eau de l'océan qui était juste sur la côte. Là. Question très technique, comment tu fais pour traquer les tempêtes? C'est une bonne question. Dans mon cas, je suis juste allée sur le Météo Centre puis j'ai pris dans le fond les cartes qui étaient déjà produites. Là, donc, j'ai pas suivi la tempête plus que ça. Merci. Alors, je vais répondre à ta question, Philippe. On a un algorithme de tracking de tempête qu'on utilise. C'est d'ailleurs celui qui a servi à faire la carte qui est sur le site de Météo Centre. C'est basé sur le maximum de tourbillons. On peut l'utiliser soit à 1000 hectopascales, soit 850 hectopascales. C'est un peu technique, mais on suit vraiment le tourbillon à chaque 3 heures ou à chaque heure pour être capable de déterminer justement le maximum de tourbillons près de la surface et déterminer la trajectoire de la tempête. Je complète pour ta question. Tu as raison, la tempête qui a affecté Québec et surtout la Montmorency avec l'inondation qu'il y a eu près de Québec à Noël ou juste après Noël. C'était, je pense, si ma mémoire est bonne, également un système qui s'en venait du golfe de Mexique ou sur la côte Est, en fait. C'était vraiment une trajectoire qui était typiquement le long de la côte Est, un peu comme celui qui a affecté la Gaspésie qu'a montré Alicia. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais te remercier beaucoup, Alicia. Excellente présentation. Merci encore beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va laisser la parole à Ariane, que je vais présenter brièvement, qui est jeune maman. Donc, d'abord, félicitations, Ariane. C'est toute une de faire des études pendant que
On a des jeunes enfants à la maison, donc félicitations pour ça. Ariane travaille sur son mémoire de recherche en sciences sociales à l'Université du Québec en Outaouais, sous la supervision de Nathalie Saint-Amour, qui est ici. Bonjour Nathalie. En plus d'être boursière du RIS, tu es également récipiendaire de la bourse du CRSH, BESCM, puis également de la bourse de maîtrise en recherche du Fonds de recherche Société et Culture. Et sans plus tarder, je vais te laisser la parole, Ariane, et encore merci d'avoir accepté de donner une présentation dans le cadre de nos webinaires. Et vous voyez mon écran? Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Oui, vous m'entendez. Super. Donc, bonjour tout le monde. Merci pour la présentation et merci au RIS de m'offrir cette opportunité, cette plateforme pour vous présenter mon projet de mémoire. J'ai également vu dans les participants qu'il y avait des membres du conseil municipal de la ville de Gatineau qui étaient présents aujourd'hui, donc merci pour votre présence. Donc, mon projet s'intitule « Processus de rétablissement et attachement au lieu dans un contexte de cumul de catastrophes, perspective des résidents d'un quartier défavorisé de Gatineau ». J'aimerais mentionner que dans l'invitation qui a été envoyée par courriel, il était aussi mentionné que j'allais m'intéresser à la Colombie-Britannique, mais en fait, en discutant avec ma directrice de recherche, suite à l'envoi par courriel, on a décidé de retirer cette phase-là de ma collecte de données. On s'était dit que c'était peut-être un peu trop ambitieux pour un projet de maîtrise. Donc, dans le fond, mon projet est financé par le RISC, une bourse de deuxième cycle, et également par le CRSH et le FRQSC, comme M. Gachon l'a mentionné. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je vais prendre 15-20 minutes pour vous présenter mon projet de mémoire. Je vais surtout me concentrer sur mon cadre conceptuel, comme c'est là que j'en suis rendue dans mes réflexions. Et ensuite, il va y avoir une période de discussion, de rétroaction, de commentaires de 10-15 minutes parce que j'aimerais beaucoup justement obtenir vos commentaires, surtout par rapport à mon cadre conceptuel. Mon objectif, c'est vraiment de terminer mon projet de mémoire cet été pour pouvoir le déposer au comité éthique de la recherche de l'UQO cet automne. Donc, comment j'en suis venue à m'intéresser à la question des inondations à Gatineau? Bien, premièrement, j'habite moi-même à Gatineau, puis j'ai été vraiment impressionnée par l'ampleur des désastres de 2017 et de 2019. Et ces événements-là sont arrivés pendant que moi, je faisais mon bac en travail social et que c'était une période où est-ce que je commençais à être de plus en plus sensibilisée puis conscientisée aux défis et aux épreuves que les communautés défavorisées de notre société font face. Et la majorité des communautés qui ont été inondées à Gatineau sont des communautés défavorisées. Donc, je me posais les questions, comment ces communautés-là vont se rétablir? Pourquoi est-ce que les résidents de ces communautés-là choisissent de rester dans les communautés, sachant qu'il va sûrement y avoir d'autres inondations? Pourquoi ils décident de rester? Est-ce que c'est parce qu'ils sont attachés à leur communauté? Donc, c'est en ayant en tête ces questions-là que j'ai décidé de faire mon projet de mémoire là-dessus. Et j'ai décidé de le faire sur la communauté Notre-Dame, qui est une communauté qui est très défavorisée, autant sur le plan matériel que social à Gatineau, et qui a été fortement inondée autant en 2017 qu'en 2019, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc, plus spécifiquement, mes objectifs de recherche, ça vise à mieux comprendre le processus de rétablissement des citoyens et citoyennes résidant dans un quartier socio-économiquement défavorisé, ayant subi un cumul de catastrophes, donc les inondations de 2017-2019. Plus spécifiquement, comprendre leur attachement à leur milieu, l'influence de leur attachement à leur milieu dans ce processus. Donc, dans mes recherches sur les inondations vécues par la communauté Notre-Dame, quand j'ai discuté avec des acteurs du milieu, j'ai appris en fait que la communauté était dans un processus de revitalisation avant les inondations, puis que les inondations sont comme venues chambouler l'engagement citoyen des citoyens envers ce processus-là, notamment à cause de l'implantation de l'ASIS. L'ASIS, c'est la zone d'intervention spéciale.
C'est un moratoire qui a été mis en place par le gouvernement et qui empêche les personnes qui vivent en zone inondable 0-20 ans de construire ou de modifier leur terrain. Par exemple, s'il y avait des résidents qui avaient été inondés et qui voulaient construire un muret de protection autour de leur terrain, puis qui sont dans la ZIS, ben, ils ne peuvent pas le faire. Puis les organismes du milieu, dans le fond, qui se sont impliqués auprès des citoyens durant et après les inondations, m'ont dit qu'à cause de ça, il y avait des familles qui avaient été relocalisées, qu'il y avait des familles qui avaient décidé de partir par eux-mêmes, puis ceux qui sont restés se sont comme repliés sur eux, ce qui aurait vraiment affecté le tissu social de la communauté. Puis ça peut venir jouer sur leur attachement auprès de leur quartier. Donc, en ayant ces informations-là en tête, j'ai été faire ma recension plus scientifique. Puis aujourd'hui, je vais plus vous présenter des éléments importants de la recension qui est plus en lien avec mon projet dans un esprit de synthèse. Donc, au niveau des communautés défavorisées, les recherches nous disent que ces communautés-là qui sont exposées à un désastre, ils ont des conséquences qui sont plus intenses et qui vont durer plus longtemps que les communautés qui ne sont pas défavorisées, notamment parce que les citoyens ont moins tendance à acheter des items qui sont essentiels à leur survie, aussi parce qu'ils vont avoir moins tendance à avoir des assurances. Et finalement, il est démontré dans les études que les dommages qui sont causés aux bâtiments communautaires dans les milieux défavorisés, bien, ça va avoir on va avoir une augmentation des symptômes de stress post-traumatique et de dépression chez les citoyens parce que ces bâtiments-là, ils ont comme une fonction pré-désastre qui aide à maintenir un sens de la communauté. Au niveau du cumul de catastrophes, c'est un champ de recherche qui est relativement nouveau. Puis dans les recherches, dans les résultats que j'ai trouvés, dans le fond, on voyait vraiment qu'il y avait plusieurs trajectoires de résilience ou de rétablissement. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont démontré que le fait de vivre un cumul de catastrophes pouvait faire en sorte que l'état de santé général des personnes ayant vécu un désastre était plus ferme que les personnes ayant vécu une seule catastrophe. Puis il y a d'autres auteurs qui nous disent non, c'est le contraire. Le fait d'avoir vécu un cumul de catastrophes va faire en sorte que tu vas avoir plus de capacités adaptatives pour faire face à des adversités futures, comparativement à ceux qui ont vécu une seule catastrophe. Donc, on peut dire que la trajectoire de rétablissement ou de résilience est influencée par d'autres facteurs que le seul fait de vivre ou d'avoir subi un cumul ou non. Finalement, il y a quelques études qui s'intéressent au lien entre l'attachement au lieu et le processus de rétablissement des individus et des communautés à la suite d'une catastrophe, ce qui touche particulièrement mon sujet à moi. Donc, aujourd'hui, je vous parle de deux groupes d'auteurs en particulier. Il y a Silver et Greg Martin dans un article publié en 2015 sur ce thème-là à la suite d'une tournade en Ontario. Ils nous apprennent que la perte d'un paysage familier, ça peut être un meilleur indicateur des conséquences psychologiques vécues à la suite d'un désastre plutôt que la perte d'un bien individuel. Et de leur côté, Chamley Wright et Storr, dans un article publié en 2009 sur l'attachement au lieu d'une communauté défavorisée à la suite de l'ouragan Katrina, ces auteurs-là nous disent qu'ils nous apprennent qu'un fort attachement au lieu, ça peut motiver les résidents à s'impliquer dans la reconstruction de leur communauté défavorisée. J'aimerais mentionner que la phase de rétablissement suivant un désastre est peu étudiée dans la littérature, surtout auprès des populations défavorisées. Donc, j'espère vraiment que ma recherche va venir bonifier les connaissances scientifiques à ce niveau-là. Donc, après avoir fait ma recension, j'ai identifié des concepts pour pouvoir répondre à mes objectifs de recherche et j'ai identifié les concepts de Cox et Perry de la désorientation et de la réorientation avec la notion de chez-soi, ainsi que le modèle de l'attachement au lieu de Raymond et ses collègues que je vais vous présenter un peu plus tard. Donc, c'est quoi la désorientation? C'est dans le fond, désorientation, réorientation, Cox et Perry les conceptualisent vraiment comme étant les deux phases cycliques du processus de rétablissement. Donc, quand on est désorienté, c'est qu'on a une perte de repères géographiques et psychologiques. On a comme une rupture avec l'expérience d'avoir un chez-soi et l'identité qui l'accompagne. Et quand on est dans la réorientation, ça, c'est le processus de reconstruction identitaire dans un lieu familier qui a été modifié de façon irrévocable.
Et la notion de chez-soi, quant à elle, ou encore to feel home en anglais, ben, les auteurs la divisent en 5 dimensions en fonction de comment c'était employé dans leur discours de leurs participants. Parce qu'en fait, ils ont développé ces concepts-là en faisant une étude en Colombie-Britannique, justement, auprès de communautés rurales qui avaient été affectées par un feu de forêt. Donc, auprès de leurs participants, la notion de chez-soi ressortait vraiment en 5 dimensions distinctes, si on veut. Donc, premièrement, le chez-soi pouvait être vu comme le fait d'avoir un abri, un toit sur la tête, un endroit intime pour soi, un endroit sécuritaire où on peut se réfugier. Deuxièmement, le chez-soi pouvait également se référer au travail, donc l'identité qui se forge à travers notre lieu de travail ou notre métier. Troisièmement, on peut aussi être désorienté par la perte d'une activité qui forge notre identité, un loisir qui nous tenait à cœur ou encore des possessions matérielles, par exemple des photographies familiales. Donc ça, c'est vraiment comme l'extension du soi. Quatrièmement, le sentiment de ne plus être chez soi, ça peut aussi résonner comme quand on perd des connexions sociales ou communautaires qui sont importantes à cause d'une relocalisation forcée ou parce qu'il y a des départs de personnes avec qui on était proche dans la communauté. Dans l'étude de Cox et Perry, c'est intéressant cependant de constater que les participants ont mentionné qu'ils avaient commencé à avoir un sens de la communauté après les feux de forêt parce qu'ils se sont comme retrouvés unis dans ce désir de rebâtir la communauté. Donc ça, je trouvais ça aussi intéressant. Et la 5e dimension, finalement, les auteurs ont identifié dans les propos des participants une dimension chez soi qui était plutôt genrée. Dans l'étude, il y avait davantage de détresse chez les femmes interrogées parce qu'elles associaient le chez-soi à cette image du nid familial qu'elles sont responsables, dont elles ont la responsabilité d'assurer le bon fonctionnement de leur demeure. Donc, dans l'étude, Cox et Perry ont vraiment remarqué qu'il y avait comme une dimension plus genrée au chez-soi. Ce qui est intéressant avec ces concepts-là pour mon étude, c'est que ça pourrait aussi me permettre de comprendre l'expérience des personnes qui sont exposées mais non inondées. C'est-à-dire que c'est très possible qu'il y ait des personnes qui aient perdu des lieux significatifs pour eux durant les inondations à Gatineau, mais qui n'ont pas nécessairement été inondés. Donc, ça, c'est de 1. Et de 2, pourquoi c'est intéressant pour moi aussi, c'est que c'est un processus qui est à long terme, qui se clique. Donc, c'est comme si les gens doivent constamment s'adapter à la normalité changeante que les inondations, que les mesures qui ont été mises en place par la suite apportent. Et comme moi, ma collecte de données a lieu 4 à 6 ans après les inondations, c'est sûr que l'utilisation de ces concepts-là me semble très pertinente. Au niveau de l'attachement au lieu, plus spécifiquement maintenant, à quoi ça fait référence, l'attachement au lieu? C'est vraiment la relation affective qui existe entre des individus et des lieux familiers. Puis je trouvais que le modèle à 4 dimensions proposé par Raymond et ses collègues était pertinent pour ma recherche parce que c'est un modèle qui a été utilisé en sol québécois par des chercheurs lors du déraillement de train à Lac-Mégantic. Donc, je trouvais ça intéressant pour moi de le réutiliser. Raymond et ses collègues catégorisent l'attachement au lieu en 4 dimensions pour leur part. Premièrement, il y a l'identité au lieu, en anglais c'est place identity. Que ça, c'est vraiment comme la dimension du soi, comment le lieu va influencer notre perception de notre identité personnelle. Ensuite, il y a la fonctionnalité au lieu. Ça fait plutôt référence à notre dépendance au lieu, comment le lieu physique va venir répondre à nos besoins personnels, comment il nous sert, dans le fond. Ensuite, on a la connexion sociale ou communautaire, qui rejoint beaucoup celle de Cox et Perry, je trouvais, mais Raymond et ses collègues rajoutent que ça peut aussi être le sentiment d'avoir une histoire commune, d'avoir des intérêts et des inquiétudes communes avec un groupe de gens. Et élément nouveau, la connexion avec l'environnement qu'on retrouve chez Raymond et ses collègues, ça fait référence à tout ce qui est de nature non humaine et qui nous entoure. Donc, les 2 modèles que je viens de vous présenter, donc celui de Cox et Perry et celui de Raymond et ses collègues, je trouve que ce sont 2 modèles qui amènent des aspects différents selon les auteurs, mais qui sont vraiment complémentaires dans ma recherche. Et si je veux rendre ça un peu plus concret pour vous autres, comment ça pourrait vraiment s'opérationnaliser,
J'ai fait comme un petit exemple là, avec, si je reprends la photo de la communauté Notre-Dame. Donc, mettons que j'ai un participant par exemple, il avait l'habitude d'avoir une soirée de cartes avec des amis, puis là, la moitié de ses amis ont décidé de quitter le quartier parce que leur maison a été inondée, puis leur maison se retrouve dans la ZIS, donc ils ne peuvent pas se reconstruire. Bien, c'est sûr que pour mon participant qui vient de perdre la moitié de son réseau social, si on veut, bien, ça va affecter son attachement à sa communauté et à l'aspect plus social. Et si, mettons, mon participant, il avait l'habitude de prendre une marche tous les matins au parc sans quartier que vous voyez à droite dans la photo, puis de regarder la rivière des Outaouais, mais peut-être qu'il n'est plus capable aujourd'hui de le faire parce qu'il est comme en colère que la rivière est en chamboulé sa vie. Ça alimente sa détresse à chaque fois qu'il voit la rivière parce que c'est comme un rappel de toutes les épreuves qu'il a traversées. Donc, les inondations, ça pourrait vraiment aussi venir affecter son attachement au milieu naturel. Et donc, j'ai créé une petite carte conceptuelle, si on veut, pour rassembler tous ces éléments-là. Donc, au centre, on a vraiment le processus de rétablissement qui est entouré par toutes les dimensions de Cox et Perry, de Raymond et ses collègues reliés au chez-soi, à l'attachement au lieu. Et on a les processus de désorientation et de réorientation qui encadrent ça. Puis, je pense que ça va être intéressant quand je vais poser mes questions à mes participants de porter une attention à est-ce que certaines dimensions d'attachement au lieu ou de notion de chez soi qui sont en désorientation, puis est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en réorientation? Je pense que ça peut vraiment nous donner une indication de à quel niveau les inondations ont été plus difficiles pour certains résidents dans leur attachement au lieu. Il y a une semaine, la résilience faisait partie de mon cadre conceptuel. Puis c'était même central. Puis on sait que la résilience, c'est un concept qui est quand même à la mode. C'est une préoccupation pour les décideurs publics. Mais en discutant avec ma directrice Nathalie, on s'est rendu compte que je n'étais pas certaine de pouvoir répondre à la question c'est quoi l'influence de l'attachement au lieu dans le processus de résilience individuelle des participants. Parce que la résilience, c'est un concept qui est polysémique, qui est complexe, puis la définition de la résilience, surtout qu'on retrouve comme deux aspects importants. Il y a le fait de pouvoir rebondir après un désastre, mais aussi le fait d'avoir développé des outils pour faire face aux adversités futures. Je n'étais pas certaine que l'attachement au lieu pouvait venir répondre à cet aspect-là de la définition de la résilience. Je ne voulais pas comme partir sur le terrain avec ce présupposé-là. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de plutôt prendre le processus de rétablissement qui me semble un peu plus large, puis qui va peut-être me donner plus de liberté aussi quant aux réponses que je pourrais obtenir de la part des participants. Un petit mot rapidement sur ma méthodologie de recherche. Bien, c'est une recherche qualitative, inductive. Je cherche vraiment à produire des savoirs scientifiques qui sont fondés sur la perception des acteurs de leur propre vécu. Ça va être un échantillon non probabiliste, c'est-à-dire que je vais demander aux acteurs du milieu de m'aider à recruter mes participants, aux organismes communautaires qui étaient impliqués auprès des résidents depuis les processus de revitalisation de la communauté, dans le fond. Au niveau de mon échantillon, je ne suis pas encore certaine si je veux juste des résidents qui ont été inondés ou si je veux aussi inclure les résidents qui ont été exposés mais non inondés. Parce que, comme je le disais, l'attachement au lieu, ça peut aussi toucher les résidents juste exposés, mais qui ont perdu des lieux significatifs. Donc, je ne suis pas encore certaine par rapport à ce critère d'exclusivité. Les entrevues pourraient avoir lieu en partie au domicile des participants, puis ensuite, on pourrait faire une marche exploratoire du quartier qui montre les endroits auxquels ils étaient attachés avant ou qui le sont maintenant. Puis, il pourrait y avoir comme une GoPro pour capter ces images-là. Il y a une autre méthode aussi que je pourrais utiliser qui est le photo voice, que c'est les participants qui iraient eux-mêmes prendre des photos des lieux significatifs pour eux, puis ensuite on en parle en entrevue. Je ne sais pas encore laquelle des deux méthodes que je vais utiliser.
Voilà, on est rendu à la section discussion. Pendant que vous me répondez, ma superbe directrice de recherche va prendre des notes pour moi pour que je puisse vous accorder ma pleine et entière attention. J'aimerais avoir vos conseils et vos commentaires sur les thèmes suivants. Donc, est-ce que mes concepts vous semblent bien choisis? Est-ce que mon cadre conceptuel fait du sens? Que pensez-vous de l'idée d'inclure des citoyens qui ont été exposés mais non inondés? Et finalement, je me demande si j'ai des réponses de mes participants qui disent que leur attachement au lieu a été surtout influencé à cause de la mise en place de la ZIS ou encore à cause des réponses par les différents paliers de gouvernement. Est-ce qu'après, moi, je peux dire que l'attachement au lieu a été influencé à cause du désastre ou je ne peux pas parce que c'est vraiment la réponse gouvernementale qui est venue influencer le tout? Donc, j'aimerais aussi avoir votre avis là-dessus. Puis, bien sûr, je laisse la porte ouverte à tout autre commentaire ou conseil. Et si jamais vous voulez mes références, elles sont là. Voilà. Merci beaucoup. Excellent, Ariane. Très belle présentation. Vraiment un très, très beau sujet d'actualité. On ne parle pas assez de rétablissement des personnes. On est souvent dans le béton. Hein. Félicitations. Merci. Alexandre, question? Oui, dans le fond, j'ai participé quand je travaillais à l'Université de Montréal à un retour d'expérience qui a été fait sur les inondations de 2017 et aussi un peu 2019 à Gatineau. Fait que je vais mettre dans le chat là, la source parce que ça me semble être une bonne revue de qu'est-ce qui s'est passé et comment les gens se sont rétablis. Ça parle aussi de la zone d'intervention spéciale. Fait que je trouvais ça quelque chose à consulter. Là. Je vais le mettre dans le chat. Puis un deuxième point, c'est juste un petit point, mais je trouve que la perspective de long terme est vraiment à creuser parce que c'est assez novateur de revenir sur des lieux plusieurs années après une inondation. Donc, c'est quelque chose à creuser. Puis moi, je pense, par exemple, au Richelieu, qui serait peut-être un comparatif québécois, ou Nouvelle-Orléans, qui est un comparatif, on peut dire, international, qui a beaucoup été étudié quand même, même si c'est un contexte assez différent. Merci. Voilà. Merci, Alexandre. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais je vais laisser la parole à Daniel, puis après ça, Vas-y, Daniel. Bonjour, Daniel. Moi, je voulais savoir, dans le fond, dans tes sinistrés, là, qui soient inondés ou perturbés, est-ce que, dans le fond, tu inclus des gens qui ne demeurent plus dans cette communauté-là? Parce que, dans le fond, peut-être que ça va changer beaucoup, beaucoup, beaucoup leur sentiment à leur nouvel environnement s'ils comparent avec leur ancien environnement. Puis, parce que c'est démontré, dans le fond, plus les gens sont attachés à leur environnement, plus ils risquent de ne pas s'adapter à leur nouveau chez-soi, dans le fond, puis avoir la difficulté à même retrouver un nouveau chez-soi. Donc, je me demandais donc si vous aviez réfléchi là-dessus, si vous aviez pensé à interviewer des gens qui ont été inondés, mais qui ne demeurent plus dans cette communauté-là. C'est un très bon point. Je ne l'avais pas réfléchi. Je m'étais dit que j'allais rester dans la communauté. Mais c'est vrai que ça pourrait nous apporter des éléments de réponse de pourquoi vous avez choisi de quitter finalement, surtout auprès des gens, mettons que ça faisait longtemps qu'ils habitaient dans la communauté. Je vais réfléchir à cet aspect-là avec ma directrice de recherche. Moi, je pense que personnellement, mais vous ferez ce que vous voudrez, là. Nathalie est très bonne aussi, il n'y a pas de problème. Je me semble que je prendrais que les inondés, là, parce que là, ça va être trop différent comme réalité et tout ça, parce que les perturbés, tu sais, ils n'ont pas perdu leur centre de leur chez-soi, qui est leur demeure, dans le fond. Tu sais. Ou leur demeure n'a pas été, dans le fond, endommagée par la crue des eaux, etc. Puis peut-être qu'eux autres leur craignent d'être inondés, pas de nouveau, puis d'être inondés moins grandes que ceux qui ont déjà été inondés. Fait que leur réalité par rapport à l'attachement à leur communauté, à leur maison, va peut-être être différente. Okay. C'est bon. Merci, Daniel. Alors, il y a un commentaire dans le chat, à moins que Louis-Philippe, tu veuilles prendre la parole pour le
Non, bon, donc je vais lire. Compte tenu que les zones 1-20 ans vont devenir de plus en plus exposées avec le réchauffement climatique et qu'il faudra plus que probablement relocaliser ces personnes, comment pouvons-nous mieux les préparer à ces éventualités? C'est une bonne question. Je sais qu'en ce moment, la communauté travaille avec le CREDO, qui, là, je ne me souviens plus exactement le nom au complet, Conseil régional de développement en environnement d'Outaouais, quelque chose comme ça. Ils ont comme mis un plan directeur d'aménagement pour que les lots qui sont dans cette zone-là puissent comme être reconstruits de façon à absorber les inondations si ça se reproduise, de façon à ce qu'on n'ait pas constamment à reconstruire. Donc, je sais que cette solution-là, au niveau de la communauté qui est en train d'être mise en place, mais au niveau des résidents qui restent dans des demeures, c'est une bonne question. Récemment, dans l'actualité, je pense avoir vu passer la nouvelle qu'ils allaient comme reformer l'asile, c'est-à-dire que ça allait plus être 0-20 ans, ça allait être à incidence élevée, à incidence faible. Fait que je ne sais pas là, comment ça va vraiment se matérialiser, comme comment ça va influencer la vie de ces gens-là qui restent dans ces zones-là dans le futur. Ouais. Bonne réponse, Nathalie. Mais je voulais tout simplement dire, en fait, je vous remercie. C'est intéressant de prendre un recul là, avec vos questions et vos commentaires. Comme vous voyez, Ariane, c'est quelqu'un de très curieux, très intéressé, tout ça. Et mon problème avec elle, c'est toujours plutôt de rendre ses objectifs réalistes, comme elle vous l'a mentionné à quelques moments. Mais je pense que la question de la relocalisation, en tout cas pour nous en travail social, c'est une question vraiment intéressante. Là. Puis je vais encourager Ariane là, à poursuivre cette réflexion-là dans son doctorat. Parce qu'il y a aussi la question d'une tornade là, qui s'est produite à Gatineau à peu près dans les mêmes moments, dans un quartier à forte immigration. Donc des nouveaux arrivants et tout ça. Puis beaucoup d'entre eux ont été relocalisés parce qu'il y a une gentrification actuellement du quartier. Donc les gens du quartier sont très intéressés à comprendre l'impact de la relocalisation dans ce contexte-là. Donc, c'est vraiment un sujet là, qui est très intéressant, pertinent, à la fois pour les intervenants sociaux qui accompagnent les gens là, qui vivent ces catastrophes, mais également, je pense, pour les décideurs là, sur la façon d'impliquer les citoyens et citoyennes dans le processus de reconstruction puis de rétablissement. Alors, merci. Je mets tout ça dans un dossier pour le doctorat d'Ariane. Merci. Est-ce que je peux encore parler? Oui, vas-y. Ce qui serait intéressant, dans le fond, là, parce que l'attachement au lieu, c'est aussi l'attachement aux personnes qui sont dans cet environnement-là. Quand tu vas parler des relations sociales et tout ça, tu pourrais leur demander le nom des personnes qui vivent dans cette communauté-là, dans le fond, des personnes, puis faire des cartes de contact. C'est quoi des contacts qui sont là? Un espèce de toile du tissu de la communauté, genre? Oui, c'est ça. Puis dans le fond aussi, demander vraiment le type de pertes qu'ils ont subies aussi, parce que si c'est des pertes, c'est sûr que les pertes de souvenirs, les pertes qui ont une connotation émotionnelle importante et tout ça, c'est plus ça qui fait de la peine puis qui dérange les personnes. Donc, parce qu'un TV, ça peut se remplacer facilement, mais pas les photos de son mariage. Là, tu sais. Donc, ça, je pense que ça va être important. Puis aussi de voir aussi comment les enfants aussi, comment leur enfant était intégré dans cette communauté-là, dans cet environnement-là pour les parents. Je pense que ça va être un élément important aussi, que ça peut jouer, puis les relations qu'ils ont aussi avec les autres enfants du même âge et tout ça, puis à quel lieu ils fréquentent ces enfants-là. Parce que quand les enfants sont affectés, les parents sont aussi affectés. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que j'avais comme pas pensé en fait à cet aspect-là. Tu sais, j'allais prendre les motivations individuelles des gens reliées à leur propre vécu, mais c'est vrai que pour les familles qui ont des enfants,
c'est aussi l'impact sur les enfants, qu'est-ce que les décisions ont des impacts sur d'autres personnes qu'eux-mêmes. Fait que c'est vrai que c'est une bonne piste de réflexion. Merci. Il faut regarder aussi si cette maison-là, elle s'est donnée génération après génération. Parce que nous, ce qu'on s'est rendu compte, que quand ça se donne génération par génération, la personne qui a ce lieu-là, elle joue le rôle des parents qui sont décédés dans la réunification familiale. Elle invite ses frères et sœurs à venir le dimanche souper, des habitudes et tout ça. Donc, je pense que ça aussi, ça va être important dans le fond, là. C'est l'historique de l'achat de cette maison-là, les motifs de l'achat, etc. Un peu l'histoire qui vient aussi avec, qui vient jouer dans les décisions. Okay. Peut-être j'aimerais ça rebondir sur une dernière question commentaire, puis reliée à ce que tu nous as suggéré à la fin. Comment les mesures mises en place par le gouvernement aussi peuvent… alors peut-être je vais te le suggérer si tu ne les avais pas vues passer. J'ai vu ça passer sur les études qui ont été faites en Angleterre et dans les Caraïbes. Mettre en place des mesures pour voir comment les mesures d'adaptation à la prochaine fois qu'il va y avoir un désastre, une inondation, comment ça peut réduire les conséquences et améliorer le processus de rétablissement, par exemple. Ça comme ça. Donc, il commence à y avoir des études qui, justement, essaient de quantifier, mais c'est pour ça que ça prend du financement stable, des étudiants comme toi ou d'autres qui vont poursuivre ce travail-là de façon transversale pour être capable de voir les mesures à chaque fois qu'il va se produire un événement. Est-ce que ça finit par réduire les conséquences et aussi améliorer, comme je dis, le processus de rétablissement? OK, parfait. Je pense qu'il faut leur demander aux gens aussi comment s'ils sont satisfaits de la gestion, parce que la satisfaction de la gestion peut aussi troubler beaucoup de monde et ça peut affecter leur santé et leur processus de rétablissement, parce que s'il y a la colère encore, s'il y a de l'amertume qui est là dans cette crise de gestion-là, pendant, après, et tout ça. Puis, leur sentiment d'être soutenu aussi, peut-être, peut faire en sorte qu'ils vont décider de rester ou de s'en aller s'ils sentent qu'ils ne sont pas soutenus justement par les différents paliers de gouvernement. Ouais. Écoute, merci beaucoup. On pourrait en discuter effectivement pendant des heures. C'est vraiment un sujet tout à fait passionnant. Merci beaucoup, Ariane. Merci, Alicia, pour ces deux très belles présentations qui terminent très, très bien avec deux sujets complètement, non pas en opposé, mais différents, avec une perspective à la fois sur la partie, je dirais, aléa, mais aussi sur les conséquences. Fait que c'est ça aussi la beauté du risque, les étudiants qui, comme vous, travaillez sur des sujets avec vos directeurs, directrices tout à fait pertinents. Fait que merci à tout le monde. Merci Valérie, encore une fois, pour l'organisation. Je ne lirai pas toute la liste de tous les gens qu'on doit remercier, mais c'est vraiment tout à fait passionnant d'avoir des discussions de façon régulière à travers les webinaires. Merci les étudiants de nous faire vivre aussi ce thème-là qui est important et qu'il ne faut absolument pas perdre à l'esprit parce que j'espère, on va se croiser les doigts, qu'il n'y aura pas d'événement majeur au cours de l'été, mais qui sait. Donc, faites attention à vous, passez un bel été. On se revoit et on se reparle au mois de septembre pour le redémarrage de nos webinaires. Donc, en attendant, bonnes vacances. Faites attention à vous, prenez soin de vous, puis on se revoit et on se reparle bientôt. Merci tout le monde.